Bonjour, voici la dernière conférence hors programme de cette année, dont le sujet est « Trésor de l'Antiquité au Liban ». Le Liban, qui est un petit pays de 10 400 km², situé à l'extrémité est de la Méditerranée, est un lieu de passage depuis l'Antiquité entre l'Égypte, la Mésopotamie, l'Anatolie et au-delà. Voici une carte sur laquelle vous voyez notamment les principaux sites que j'évoquerai tout à l'heure. Du nord au sud, donc Byblos, Beyrouth essentiellement pour les objets, puis Sidon, l'actuelle Saïda, et Tyr, l'actuel Sour, qui sont donc des sites côtiers. À ces sites s'ajoute celui de Baalbek, qui se trouve dans la plaine de la Beka, et ce sont donc ces sites que nous allons voir après une introduction historique et pour laquelle il nous faut tout de même préciser les différentes périodes de l'Antiquité au Liban. 5 périodes seront considérées, donc d'abord l'âge du bronze, 3200 à 1200 avant Jésus-Christ, donc une période qui dure 2000 ans, puis l'âge du fer, ensuite la période hellénistique de 333, conquête d'Alexandre, jusqu'à 64, moins 64, la conquête par Pompée, qui ouvre la période romaine jusqu'à donc l'année 313, règne de Constantin, et enfin la période proto-byzantine, donc qui va de 313 à 636, année de la conquête musulmane. Mais il faut être un peu plus précis et diviser la période de l'âge du bronze. L'âge du bronze se divise en bronze ancien, 3200 à 2000, avec l'émergence des cités-États autonomes, puis le bronze moyen de 2000 à 1500, qui est la période d'apogée des cités-États autonomes, avec des liens très étroits entre Byblos et l'Égypte. C'est durant la période du bronze moyen que nous verrons les principaux trésors. Et puis le bronze récent, de 1500 à 1200, qui lui-même se divise en 3 périodes. Vers 1440, c'est la domination de l'Égypte, et puis vers 1350, la domination hittite au nord, et puis vers 1200, c'est la fin de l'âge de bronze, avec l'invasion des peuples de la mer et l'effondrement des cités-États. Alors, avant d'aborder le site archéologique de Byblos, il faut dire tout de même quelques mots sur le Liban durant l'âge de bronze. Au IIIe millénaire, les sites libanais, principalement Byblos, apparaissent dans les écrits mésopotamiens et égyptiens, et l'archéologie confirme les liens étroits entre Byblos et l'Égypte. Au Liban, qui est à l'écart des grands royaumes et empires, c'est l'époque d'émergence des cités-États autonomes sur les principaux sites côtiers. Mais seule la cité de Byblos sort du lot. C'est là, en effet, seulement que l'on peut suivre la transformation d'un village de pêcheurs-agriculteurs en une petite ville commerçante. Ceci étant, donc, considérons brièvement la période du bronze ancien. Tout d'abord, l'importance des relations avec l'Égypte, puisque affluent à Byblos des objets à caractère royal marqués de cartouches pharaoniques de 2700 à 2200 environ. Les Égyptiens recherchent, outre l'huile et le vin, essentiellement le bois de cèdre, bois de charpente et de marine, dont l'Égypte des pyramides a grand besoin, mais aussi
les résines utilisées pour la momification. À la fin du troisième millénaire, l'Égypte marque un repli et ses relations avec Byblos sont interrompues. Byblos est détruite vers 2200. Mais au bronze moyen, elle va renaître. La période du bronze moyen, donc 2000 à 1500 avant Jésus-Christ, marque l'apogée des cités-États autonomes. La ville de Byblos reconstruite, bien que de taille réduite, 5 hectares, s'entoure de fortifications. Elle est dirigée par une dynastie princière. Avec les pharaons de la 12e dynastie, 1991 à 1783, l'Égypte retrouve un pouvoir central fort et les liens privilégiés avec Byblos sont rénovés. Des cadeaux royaux au nom des pharaons sont offerts. Les rois de Byblos inscrivent leurs noms en hiéroglyphes et prennent des titres de la haute administration égyptienne. Les artisans locaux copient les modèles égyptiens. Enfin, la période du bronze récent, au début de la 18e dynastie, 1550-1307, l'Égypte inaugure une politique expansionniste jusque sur l'Euphrate. Vers 1440, le Liban est intégré dans l'empire asiatique de l'Égypte, mais vers 1350, la Syrie et le Nord-Liban passent sous la domination hittite. Et peu après 1200, c'est l'invasion des peuples de la mer qui entraîne l'effondrement des cités-États autonomes. Et venons-en maintenant au trésor de Byblos à l'âge de bronze, c'est-à-dire donc durant la période du bronze moyen 2000-1500. Site archéologique de Byblos, d'abord le plan sur lequel vous voyez la disposition, le port en bas à droite et dans la partie supérieure les vestiges des fouilles, puisque c'est le village le plus ancien, avec cette précision qu'au numéro 1 au milieu, le bâtiment carré, c'est le château médiéval, tandis qu'au numéro 20 se trouve la source du roi, qui alimentait en eau la ville de Byblos jusque à l'époque romaine. Les numéros 25 et 24 autour représentent des anciens temples, et nous allons donc, après une vision plus précise de la partie la plus intéressante de ce plan du site, et nous allons voir la réalité sur place. Partie gauche, eh bien, à droite du palmier, qui est à gauche de la photographie, se trouve donc la source du roi, que je vais vous montrer maintenant en détail. Voilà le puits qui est au fond de la citerne, et puis en haut, vous voyez le château médiéval. Maintenant, autre partie du site de Byblos. Nous voyons donc au premier rang les vestiges des constructions les plus anciennes. À droite, un rempart avec ces éléments de fortification qui, eux, correspondent à la période perse. Au fond, en haut, vous voyez des colonnes derrière lesquelles se trouvent les puits des tombes royales dont on a tiré les trésors que je vais vous montrer. Et puis, en haut à gauche, vous voyez le reste du théâtre romain que l'on va voir un petit peu mieux sur cette image plus rapprochée. Voici dans l'autre sens donc la grille qui ferme l'entrée du puits d'une des tombes royales, puisqu'il y avait deux puits, avec à gauche et à droite quelques sarcophages.
Voilà les plans des deux puits, puits 1, puits 2, et ce que nous avons vu à l'instant se trouve donc devant le puits 1, dont on voit le mur qui est à la partie supérieure. Voyons donc maintenant les trésors de Byblos à l'âge du bronze moyen en deux parties. D'abord les trésors des tombes royales, et puis nous verrons ensuite les trésors du temple des obélisques. Un coffret en obsidienne serti d'or au nom du pharaon Amenemhat IV, qui a régné de 1797 à 1790 avant Jésus-Christ. Donc ces objets se trouvent tous dans les tombes royales qui ont été donc exhumées lors des fouilles. Voilà, au nom du pharaon, donc cadeau du pharaon au prince de Byblos. Ensuite, un balsamère en obsidienne et or, également au nom d'un pharaon, mais cette fois c'est Amenemhat III, le prédécesseur qui a régné de 1842 à 1797. Et puis un pectoral en or au décor de faucon. Un collier à pendentif en forme de pylône avec pharaon et faucon. Un pendentif coquille au nom du roi Yapi Shemu Abi, roi de Byblos. Une rosace en or, tout cela donc dans les tombes royales découvertes dans les deux puits. Un récipient en or qui évidemment n'avait pas de fonction domestique. Et puis aussi une sorte de chaudron en or. Une harpée qui est une arme à lame courbe en bronze, or, argent, corne. La lame est ornée sur chaque face d'un uréus sur lequel sont inscrits en hiéroglyphes égyptiens les noms de deux princes de Byblos. Voyons maintenant les trésors du temple des obélisques à Byblos. Le temple des obélisques, 19e siècle au 16e siècle avant Jésus-Christ, se caractérise par ces petits obélisques qui se dressent dans la cour. Il faut préciser que, comme cela figure sur la notice que j'ai photographiée et que je viens de passer, le temple a dû être déplacé compte tenu des fouilles effectuées sur le site. Il a donc été reconstitué à un autre endroit comme il avait été trouvé lors de sa fouille. Et donc, nous voyons les obélisques dans la cour de ce petit temple. L'obélisque est un symbole divin. Alors, quelques vues sur le site de Byblos, avec les obélisques dressés, sorte d'ex-voto en l'honneur d'une divinité.
et puis à l'intérieur du musée de Beyrouth, l'un des plus beaux de ces obélisque donc avec une inscription au nom d'Abishemou, roi de Byblos, au 19e siècle avant Jésus-Christ. Et ici, l'obélisque est dédié au dieu de la guerre. Et voilà comment ont été trouvés ces objets dans le temple des obélisques, à l'intérieur d'une jarre. On voit d'ailleurs la lame d'une hache fenestrée que nous allons voir maintenant, avec des corps animaliers en or, toujours du bronze moyen, donc à la même époque, entre 2000 et 1500 avant Jésus-Christ. Tous ces trésors se trouvent au Musée national de Beyrouth, qui est évidemment un incontournable pour ce qui est des trésors de l'Antiquité au Liban. Poignard du bronze moyen décoré de bas-reliefs. Voilà, toujours l'influence égyptienne. Un disque d'or et de cornaline. Et puis, tout cet ensemble de figurines divines qui ont été trouvées dans le temple des obélisques, qui sont en bronze, recouverts d'une feuille d'or. Deuxième période maintenant, l'âge du fer, qui va donc de 1200 à 333. L'âge du fer débute sur un événement majeur qui est l'invasion destructrice des peuples de la mer vers 1200, qui fait perdre à l'Égypte son contrôle sur le Levant. Et c'est donc l'époque des cités phéniciennes indépendantes, dont Byblos, Tyr et Sidon, qui ont profité de ce changement politique. Cette indépendance a été réduite par les incursions des rois assyriens puis babyloniens dans la région. Dès 1100, Byblos et Sidon paient des tributs au roi d'Assyrie. Enfin, pendant la période perse, Byblos connaît un renouveau certain, construction d'une imposante forteresse que je vous ai montré tout à l'heure, bien visible sur le site. Et cet âge du fer va s'achever avec l'arrivée du roi macédonien Alexandre le Grand dans la région en 333. Donc, je reprends la division de l'âge du fer. Fer 1, âge d'or de la Phénicie. Fer 2, domination de l'Assyrie de Babylone. Fer 3, période perse, s'achevant par la conquête d'Alexandre le Grand. Alors, le sarcophage d'Aïrome, début Xe siècle avant Jésus-Christ, qui est d'ailleurs un sarcophage plus ancien qui a été retaillé, sarcophage du bronze moyen qui a été retaillé pour devenir le sarcophage d'Aïrome, et qui nous montre sur ses côtés un banquet funéraire, des porteurs d'offrandes, des pleureuses, ainsi que une inscription phénicienne parmi les plus anciennes que l'on connaisse. Voilà, nous voyons ici les porteurs d'offrandes, ce sont des reliefs quand même assez bas, et au-dessus, sur le couvercle,
eh bien, nous voyons l'inscription phénicienne. Voilà ici le banquet funéraire. Détails sur l'inscription phénicienne. Les danseuses pleureuses. Musée de Beyrouth, évidemment. Voilà, nous les voyons beaucoup mieux ici. Deux qui ont les bras au-dessus de la tête et deux autres qui ont les mains sur la poitrine. Là encore, influence, même si elle est plus légère, influence égyptienne. Trésor du temple d'Eshmoun. Eshmoun est situé près de Sidon. Je vous montre le plan, car c'est assez complexe étant donné toutes les époques qui ont connu des modifications, agrandissements, destructions, etc. Sur le site actuel, donc le temple d'Eshmoun, Eshmoun, Dieu guérisseur, le temple donc origine 6e siècle avant Jésus-Christ, et nous voyons les restes peu spectaculaires, avec toutefois dans cette partie le trône de Astarté, déesse, donc vous voyez ce trône en bas à droite de l'image, trône d'Astarté, qui était donc une déesse de la fécondité. Voilà, avec des animaux fantastiques qui constituent les bras de ce trône, les sphinx ailés. Et puis ici, donc, une tribune des sacrifices. Retour au musée de Beyrouth pour voir toujours lié au temple d'Eshmoun différentes parties qui ont été donc conservées dans ce musée. Chapiteau au protomne de taureau, 5e siècle. Les statuettes d'enfants, le dieu guérisseur, donc, a donné lieu à des ex-voto. Voilà, nous avons donc des statuettes d'enfants qui sont donc du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et puis ici, un peu plus récent, du 4e siècle, une très jolie tête de fillette. Un buste d'homme de style chypriote du 4e siècle. Et puis, quelque chose qui est très spécifique au musée de Beyrouth, ce sont les sarcophages phéniciens anthropoïdes du 5e siècle avant Jésus-Christ, dont vous voyez ici l'alignement. Et il y en a, je crois, une quinzaine, qui sont donc du 5e siècle. On voit tout de suite l'influence, cette fois, de l'hellénisation, bien que nous soyons encore dans la période de domination perse, donc hellénisation du modèle égyptien.
Voici maintenant des détails de visage. Quelques autres trésors de ces cités phéniciennes, toujours à l'âge du fer. Un cratère de type chypriote à décor animalier, une céramique évidemment, un masque d'homme de Tyr, 8e siècle avant Jésus-Christ, en terre cuite. Une gourde à 2 becs verseurs. Et puis ce riton à tête de sanglier du 5e siècle, qui est une des plus belles pièces du musée. Passons maintenant à l'époque macédonienne et hellénistique, donc de 333 à 64 avant Jésus-Christ. Après sa victoire sur les Perses de Darius III en 333, Alexandre le Grand se rendit maître de toute la Syrie. Tous les rois phéniciens se rallièrent à lui, sauf les habitants de Tyr qui refusèrent de laisser Alexandre entrer dans leur ville, qui était à l'époque une île, et ce refus entraîna un siège de 15 mois qui s'acheva par la prise de la ville avec l'aide de la cité voisine de Sidon. La Phénicie continue à jouir d'un statut privilégié, elle s'auto-administre. Cependant, les cités-royaumes sont devenues des cités grecques, elles versent tribut au roi séleucide et on constate une hellénisation des notables des villes. Voyons maintenant les trésors de l'époque macédonienne et hellénistique, en commençant par la tribune du sanctuaire d'Eshmoun, qui se trouve donc au musée de Beyrouth, vers 350 avant Jésus-Christ. Donc là encore, on est à la fin de la période perse et pourtant c'est un style grec. L'influence donc hellénistique était déjà en cours avant la conquête d'Alexandre. Avec un décor en 2 registres, en haut, une réunion de déesses et de dieux grecs autour d'Apollon, et en bas, une danse de nymphes et de satyres. Des détails sur cette magnifique tribune du sanctuaire d'Eshmoun. Donc évidemment, une sculpture grecque classique. Danseurs et musiciens. Le trône dit d'Astarté, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Il y a plusieurs trônes d'Astarté qui ont été sculptés. Donc,
nous en voyons un petit qui donc remonte à l'époque hellénistique, Astarté étant le nom grec de la déesse sémitique Achéra, assimilée à Aphrodite, déesse de la fécondité et de l'amour, avec les deux sphinx, donc, qui sont les bras du siège. Des figurines de terre cuite, toutes petites, qui sont aussi de cette époque, dont des musiciens, avec Hermès et Eros portant un mouton. Une statuette de Vénus provenant de Beyrouth. Donc tout à fait grec de style. Venons-en maintenant à la période romaine, donc de 64 avant Jésus-Christ à 313 après Jésus-Christ. Quelques mots tout de même. En 64 avant Jésus-Christ, donc Pompée annexe toute la Syrie et les cités de Phénicie entrent dans l'Empire romain. Mais les Romains gardent sans changement les institutions hellénistiques. À une double exception, les colonies romaines de Bérite, c'est-à-dire de Beyrouth aujourd'hui, et Héliopolis, c'est-à-dire Baalbek. Bérite est refondée comme colonie romaine et l'empereur Auguste l'a choisi pour lotir les vétérans démobilisés de 2 légions. En 15 avant Jésus-Christ, le sanctuaire d'Héliopolis-Baalbek est incorporé au territoire de la colonie romaine Julia Augusta Felix Beritus. Les activités commerciales phéniciennes, tant maritimes que terrestres, continuent avec une fonction d'intermédiaire entre l'Asie et la Méditerranée. De même pour l'artisanat, tout cela est favorisé par la Pax Romana, puisque en 67, Pompée a entrepris une campagne navale qui a éliminé les pirates, permettant ainsi au commerce de prospérer en Méditerranée. À Tyr et à Sidon, la richesse repose sur l'exploitation du murex, coquillage dont on extrait la teinture pourpre. Donc, venons-en au site de Tyr, qui comporte 2 secteurs archéologiques. Au sud, donc, des rues à portiques, salles de réunion à gradins, thermes, citernes, et à l'est, une route dallée bordée par l'aqueduc, une nécropole de sarcophages et un grand hippodrome sur l'isthme. Alors, voyons ce plan, puisque, je vous l'ai dit, à l'époque de la conquête d'Alexandre, c'était une île, et nous avons l'ancien tracé de la côte qui est marqué sur le plan. Et Alexandre avait voulu combler l'entre-île et du continent en amassant des troncs d'arbres et d'autres objets. Il n'y a pas réussi, mais cet amoncellement a apporté des alluvions petit à petit, ce qui fait que vers l'an 200 avant Jésus-Christ, eh bien, l'île est devenue une presqu'île. Et ce comblement a permis d'utiliser des terres. C'est ainsi que l'hippodrome
eh bien, se trouve sur un site qui autrefois était encore un bras de mer. Donc, nous avons d'abord la zone des fouilles urbaines, la partie sud, que nous allons voir maintenant, et puis après, nous nous promènerons rapidement dans la zone de la nécropole et de l'hippodrome. Secteur sud du site de Tyr, avec donc des rues à portiques, comme celle-ci. Magnifique chapiteau romain. Voilà aussi une autre partie des portiques, toujours dans la partie sud, qui donne sur l'ancien port égyptien, puisque la caractéristique de Tyr était d'avoir deux ports, le port sidonien au nord, comme on le voit sur le plan, et le port égyptien au sud. Voici le secteur des citernes pour conserver l'eau, le secteur des thermes avec ces petits amoncellements de briques pour conserver la chaleur, la salle de réunion à gradins, et puis ici a été déposé un très beau sarcophage avec une méduse. Allons maintenant dans le secteur Est. Le secteur Est avec la route d'allée bordée par l'aqueduc. Nous avons plusieurs vues. Voilà les restes de l'aqueduc. Et nous apercevons déjà des sarcophages qui ont été sortis donc du sol dans le cadre des fouilles de la nécropole. Les plus beaux sont au musée de Beyrouth et d'Istanbul. Voici l'hippodrome le plus grand qui soit connu dans l'Antiquité. Il y a encore des restes de tribunes. Avec l'intérieur des tribunes pour la circulation. Je vous montre maintenant l'un des 4 grands sarcophages qui se trouvent au musée de Beyrouth, tiré donc de cette nécropole de Tyr, le sarcophage de la légende d'Achille, donc 2e siècle après Jésus-Christ, en marbre. Alors, dans la face avant, Achille revêt sa cuirasse, entouré de Phénix, Ulysse et Agamemnon. Ici, sur ce petit côté, c'est l'appel à la bataille. Sur la face arrière, Priam, qui a payé la rançon du corps d'Hector, est agenouillé devant Achille et lui baise la main.
Et puis sur l'autre petit côté, Achille détache le corps d'Hector. Oui, la magnifique sculpture romaine. Et puis les portraits des défunts. Les temples de Baalbek. Voici un plan, une vue cavalière de l'ensemble de Baalbek, des temples de Baalbek, qui ont été donc construits à l'époque d'Auguste pour le premier, le plus important, celui du milieu, étant le temple de Jupiter. Donc, à l'époque d'Auguste, moins 27, 27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ. C'est à cette époque que sont commencés les travaux d'aménagement de ce sanctuaire monumental, grand temple de Jupiter héliopolitain, qui a été achevé sous Néron vers 54-68, et puis sous les Antonins, au IIe siècle, c'est le temple plus petit à gauche, le temple dit de Bacchus. Le grand temple, celui de Jupiter héliopolitain, comportait 54 colonnes de 20 mètres de haut, et il n'en reste plus que 6 aujourd'hui, tandis que le temple plus petit de Bacchus est spécialement bien conservé. Voilà le plan. Puisque nous allons voir la cour, la grande cour, avec les bassins et l'autel, et puis nous verrons les 6 colonnes, évidemment, du temple de Jupiter, mais surtout le temple en numéro 6 de Bacchus, comme je vous l'ai dit, très bien conservé. Voilà, le temple de Bacchus. Vous avez une idée de sa hauteur, puisque l'on voit des gens qui sont au pied des colonnes. Donc c'est un des plus beaux ensembles romains qui ait été conservé, un des plus importants sites du Proche-Orient. Dans la plaine de la Béka, alors l'intérieur, l'entrée avec l'aditon, l'intérieur donc du temple de Bacchus, avec ce dessin de reconstitution pour vous montrer l'agencement à l'époque, qui évidemment, pour ce qui concerne les structures au-dessus de l'aditon, ont disparu, ainsi que les statues. Mais nous avons conservé évidemment les entablements, les chapiteaux et une partie de la décoration, et même une grande partie de la décoration sculptée des bas-côtés, des plafonds des bas-côtés. Voilà un exemple. Nous sommes maintenant dans la grande cour avec un des 2 autels qui se trouve à gauche. Nous apercevons déjà un des bassins en bas. Voilà. Et ici, nous avons à gauche le bassin. Nous sommes dans la grande cour qui est assez bien conservée. Voilà. Nous approchons du bassin avec ses bas-reliefs. Avec ces sortes de sirènes. Sur les côtés,
véritable conque à colonnes. Et puis, voilà ce qui reste du grand temple de Jupiter, ces 6 colonnes de 20 mètres de haut, ainsi que des éléments de l'entablement qui sont absolument énormes compte tenu de la taille. Autre trésor de l'époque romaine, les mosaïques. Mosaïque de l'enlèvement d'Europe qui provient du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui provient d'une villa de l'époque romaine qui était à Byblos. Jupiter s'est transformé en taureau pour enlever Europe, sœur de Cadmus et fille d'Agénor, roi de Tyr. La mosaïque des 7 sages, IIIe siècle après Jésus-Christ, qui, elle, provient de Baalbek, avec en médaillon central Calliope, muse de l'éloquence et de la poésie épique, entourée de 7 sages en médaillon, dont Bias de Priene et Solon d'Athènes. Outre Socrate. Calliope. La mosaïque dite de la naissance d'Alexandre. Seule la partie centrale est bien conservée. Il s'agit de la naissance donc d'Alexandre le Grand. Son père Philippe est au milieu. À droite se trouve Olympie, son épouse, représentée à demi couchée sur un siège tacheté. Et en bas, une nymphe à demi agenouillée donne le bain à l'enfant. Alexandre à droite, avec son manteau pourpre. Ici, à droite, donc, son épouse Olympie. Dernière période de l'Antiquité au Liban, la Phénicie byzantine de 313 à 636. Quelques repères historiques. La domination byzantine s'est perpétuée en Phénicie depuis le règne de Constantin qui a commencé en 310 jusqu'à la conquête musulmane de 636. 2 événements majeurs pendant cette période, la christianisation de l'Empire avec la reconnaissance du christianisme, liberté religieuse par l'édit de Milan, 313, et puis l'interdiction des sacrifices païens en 392 par l'empereur Théodose. Et puis la division de l'Empire. À la succession de Théodose en 395, l'Empire est partagé entre ses 2 fils. La Phénicie se retrouve au cœur de l'Empire chrétien d'Orient et les villes de Tyr et Sidon se trouvent ainsi à égale distance d'Antioche et de Jérusalem. La première église cathédrale est construite à Tyr en 315-322, mais il n'en reste rien. En revanche, le culte païen se maintient à Héliopolis Baalbek, jusqu'en 580. Et puis aussi, sur le plan théologique, durant la seconde moitié du VIe siècle, le conflit christologique aboutit à un schisme. La Phénicie
reste fidèle au concile de Chalcédoine, tandis que la Syrie intérieure voit s'implanter une église monophysite, c'est-à-dire qui fait prévaloir la nature divine du Christ sur sa nature humaine. Voyons maintenant les trésors de la Phénicie byzantine, à commencer par cette magnifique mosaïque du pavement de l'église Saint-Christophe à Kabre-Hiram, qui est proche de Tyr, édifiée en 575 après Jésus-Christ et qui, ayant été découverte dans le cadre des fouilles du Liban au XIXe siècle, eh bien, se trouve au Louvre, où elle a été restaurée et est magnifiquement présentée. Voici donc une grande partie de cette mosaïque de pavement, où nous voyons au premier plan la mosaïque de la partie centrale de la nef centrale, ensuite des petits parties de pavement qui se trouvent entre les piliers séparant la nef des bas-côtés, puisque c'était une église de plan basilical, et puis tout au fond, les mosaïques du bas-côté. Et nous nous intéresserons pour le détail à ce qui est le plus intéressant, c'est-à-dire le grand rectangle de cette mosaïque centrale, ce tapis fort bien conservé et restauré. Donc, la mosaïque est organisée pour la partie centrale à partir de 4 grands canthares. Vous voyez celui de gauche en partie, celui de droite un peu moins, à chacun des angles. Et donc, les 2 autres qui sont au fond, vous ne les voyez pas. Et à partir de ces 4 canthares, eh bien, se déroulent des rinceaux qui vont envelopper les petites scènes d'animaux de vie quotidienne qui sont très vivants et que vous apercevez déjà, mais nous allons rentrer dans plus de détails. Voilà. Ils sont souvent photographiés de biais puisqu'on ne peut pas quand même monter sur la mosaïque pour prendre des photos. Vous voyez l'enfant ou l'adolescent qui court et les animaux, tout ça est plein de vivacité. Vous voyez bien les 2 canthares d'où partent les rinceaux. Alors on voit le pressoir de la vigne, le personnage qui est assis sur une sorte de tabouret qui joue de la flûte, etc. L'âne qui porte des paniers de raisins, enfin c'est très très vivant pour les travaux de la vie quotidienne, puisqu'évidemment on ne pouvait pas mettre des scènes religieuses sur le pavement, puisque c'est là que les gens marchent, ça n'aurait pas été digne. On voit aussi une sorte de lion qui vient de mordre le dos d'une gazelle. Donc, magnifique mosaïque, fort bien conservée, du VIe siècle après Jésus-Christ, qui est une époque d'apogée de l'art byzantin au Liban, en Syrie. Voilà, en détail, l'un de ces canthares. Et puis, pour terminer, un bracelet en or qui donc a été trouvé
dans une jarre enfouie dans le sol d'une villa byzantine de Beyrouth. Fin 5e siècle, début 6e siècle. Bracelet en or à tête de bélier. Voilà, je vous remercie. Et pour ma part, les conférences sont terminées pour cette année et il me reste encore un cours dans le cadre de la peinture espagnole au siècle d'or, et ce cours sera consacré exclusivement à Murillo. Je vous remercie encore. Au revoir.